Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Je suis vraiment très fier, très heureux d'accueillir pour cette leçon inaugurale Audrey Azoulay, la directrice générale de l'UNESCO et qui est également une bonne amie, et puis Lazare Elmoundou Assomo, le directeur du patrimoine mondial de l'UNESCO. La Cité de l'Architecture et du Patrimoine, c'est un musée, c'est le plus grand musée d'architecture du monde, 23 000 m² en face de la Tour Eiffel, avec des expositions. En ce moment, nous exposons notre Grand Prix national d'architecture, Philippe Prost, et très bientôt, nous ouvrirons une exposition sur les grands magasins, sur l'histoire architecturale des grands magasins. C'est aussi, bien sûr, une bibliothèque. Là, ce n'est pas la plus grande du monde, mais d'Europe, pour l'architecture contemporaine. Des archives, 10 km d'archives d'architectes, et puis un département de la création architecturale qui, d'ailleurs, avec l'Observatoire de la Chine, nous a proposé la première partie de cette journée avec l'Université de Tongji sur notamment le thème de l'eau, dans le cadre de l'anniversaire du rétablissement des relations diplomatiques entre la France et la Chine, comme l'a dit Jean-Marc. Et puis, c'est bien sûr un département de la formation, l'école de Chaillot, qui a été créée en 1887 et qui a rejoint la Cité en 2004. Je suis très heureux d'ailleurs que vous ayez pu organiser ensemble et vous coordonner pour cette journée, parce que c'est un bon signe du fait que cette cité avait un sens, c'est-à-dire une cité au sens grec du terme, une agora, un espace public où se retrouvent le grand public comme les spécialistes, les élèves, des étudiants comme des personnes qui sont diplômées, qui ont une carrière longue déjà derrière elles, et également le monde du patrimoine et le monde de l'architecture, qu'il faut toujours rapprocher. Mais aujourd'hui, les thématiques de rénovation du patrimoine, notamment de la réhabilitation écologique du patrimoine ancien, eh bien, permettent à ces deux mondes de dialoguer avec plus de fluidité, plus d'aisance peut-être qu'à une certaine époque. Philippe Prost en témoigne d'ailleurs dans son travail, lui qui part de la mémoire, de la stratification des lieux, pour proposer ces interventions contemporaines, essayant toujours de réutiliser le maximum de ce qui est présent. Ces thématiques-là sont aujourd'hui très fortes, bien sûr, dans le monde de l'architecture. C'est donc fidèle à sa mission d'origine que l'école de Chaillot continue de former des architectes du patrimoine. Et l'enseignement porte sur la restructuration, la réhabilitation du patrimoine, grandiose comme ordinaire, parce que nous ne faisons pas de différence entre les différents types de patrimoine. Et d'ailleurs, là aussi, un grand sujet est devant nous qui est la rénovation et la réhabilitation du patrimoine du XXe siècle, qui, évidemment, pose un certain nombre de questions, n'est-ce pas, Serge Jean-Marc, le béton de Perret, etc. Donc, ces thèmes sont des thèmes qui sont extrêmement importants pour nous, notamment, je l'ai dit, la transition énergétique, les conséquences du changement climatique, et bien sûr, nous travaillons également sur la sécurité du bâti. La leçon inaugurale introduit, bien sûr, les promotions, 50 élèves qui viennent se former ici tous les 15 jours pendant 2 ans et qui sont bien sûr déjà diplômés d'une école d'architecture, puisque c'est un diplôme d'approfondissement après, bien sûr, un diplôme d'architecte. Les leçons inaugurales ont été créées en 2004 pour placer la formation de l'école de Chaillot dans un contexte plus large, connecté au vaste monde de l'architecture et identifié par les grands maîtres d'œuvre contemporains. Je ne vais pas citer tout le monde, il y a eu bien sûr Patrick Berger, Jean Nouvel, Alexandre Chemetov, Jean-Marie Dutilleul, Bernard Desmoulins, Philippe Ross, donc Patrick Bouchin, Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal. Bref, beaucoup d'architectes, de personnalités sont venus ici présenter, faire une leçon inaugurale qui permet de lier le thème du patrimoine à des enjeux contemporains. Et bien sûr, des architectes étrangers également ont été invités, je pense à Wang Shu, pour citer un architecte chinois.
au fil des années, bien sûr, d'autres personnalités ont également pris la parole à cette occasion. C'est donc pour nous, notamment l'académicien Éric Hersena, par exemple, pour ne pas citer tout le monde. C'est donc pour nous tout naturellement que nous accueillons aujourd'hui l'UNESCO, avec la personnalité, bien sûr, d'Audrey Azoulay et de Lazare, parce que, évidemment, nous voulons aussi que cette leçon inaugurale soit le moment de rencontrer, de faire dialoguer le monde de l'architecture et du patrimoine avec des personnalités qui viennent d'institutions internationales, ou d'institutions qui ne sont pas forcément directement liées, qui ne sont pas forcément des architectes eux-mêmes. Nous diversifions nos intervenants dans l'école de Chaillot. Je suis très heureux d'ailleurs qu'à cette occasion, nous ayons pu faire le lien avec Rabat et les élèves de Rabat, et puis l'université de Tonti qui était là aujourd'hui. Il y a donc vraiment une dimension très internationale à cette réunion, à cette leçon inaugurale, et j'en suis extrêmement heureux, puisque parmi les missions qui m'ont été confiées, quand j'ai pris la direction de cet établissement, il y a la projection territoriale, il y a l'innovation numérique, il y a le fait de bâtir une plateforme pour le monde de l'architecture et du patrimoine, mais il y a aussi, comme quatrième axe, l'international. Et donc, je donne la parole à mon amie Audrey Azoulay pour justement montrer l'importance pour nous des enjeux internationaux pour l'école de Chaillot et pour la cité. Vive l'architecture, vive le patrimoine, et comme je dis toujours, vive la cité de l'architecture et du patrimoine, et vive l'UNESCO. Merci beaucoup. Quelle belle introduction et quelle conclusion magnifique à cette introduction. Monsieur le Président, cher Julien Bargeton, Monsieur le Directeur de l'école de Chaillot, cher Jean-Marc Zuretti, chers architectes, chers amis qui venaient de Chine, qui venaient de Rabat, tout pour me plaire, la Chine, le Maroc, deux pays très actifs à l'UNESCO. Je voudrais commencer par vous dire quel plaisir c'est pour moi d'être ici. J'avais eu énormément d'intérêt au moment où j'exerçais des fonctions en France au ministère de la Culture à travailler sur les questions d'architecture, parce que c'est une façon de voir le monde qui est pour moi extraordinaire et d'agir aussi sur le monde. Et je le retrouve d'une certaine façon à l'UNESCO. C'est pour ça que j'étais très heureuse de l'invitation qui m'a été faite et que j'étais ravie de pouvoir accepter de venir parler devant vous de l'UNESCO, de ses missions et du lien avec l'architecture. Ce métier qui est le vôtre, dans lequel vous vous perfectionnez, interroge notre rapport aux politiques, à l'histoire, à la mémoire, aux relations internationales, à la nature aussi, et notre relation avec la nature. Vous évoquiez, le Président évoquait l'architecture de béton. Moi, je pense tout de suite à quelqu'un qui a travaillé d'ailleurs à l'UNESCO pour des patios, à Roberto Burle-Marx, formidable, de certaine façon architecte de jardin brésilien, qui a fait dialoguer justement les magnifiques architectures de béton au Brésil et ailleurs dans le monde, mais surtout au Brésil, avec la nature. Et je pense que son message, ses créations sont extrêmement pertinents pour le monde d'aujourd'hui. J'étais d'ailleurs très heureuse que nous classions au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2021 le Sitio Burle-Marx, qui est un endroit merveilleux pour qui peut un jour y aller à 1 heure de Rio, où il travaillait, et pour voir cette conception du rapport entre architecture et nature. Alors, Jean Nouvel, qui a, si je comprends bien, exercé aussi ici dans cette fonction de leçon inaugurale, dit que l'architecture est toujours une réponse donnée à une question qui n'est pas posée, ce qui me paraît une introduction encourageante pour nous. Et donc pour l'UNESCO, je le rappelle, cette organisation multilatérale qui a 194 membres, États membres, 194 depuis le retour des Américains qui avaient quitté l'UNESCO et qui sont revenus il y a un peu plus d'1 an, et qui est née au cœur de la Seconde Guerre mondiale. Ce qui est intéressant dans le monde que nous connaissons aujourd'hui, qui est un monde de crise, un monde de guerre ouverte, l'UNESCO est née
dans les idées, fin 1942, les ministres de l'éducation des forces alliées se disaient « mais quand la paix reviendra, parce que la paix reviendra un jour, quand la paix reviendra, comment faire pour qu'elle soit solide et durable ?» Ce n'est pas uniquement l'absence de guerre, ce n'est pas uniquement la coopération économique, c'est aussi faire coopérer le monde sur les questions d'éducation, de science, de culture, et en étant toujours arrimé aux valeurs des droits de l'homme et de la dignité humaine. Donc c'est ça le projet de l'UNESCO. Le siège de l'UNESCO, pour revenir au béton, le siège donc est à Paris, du côté de l'école militaire, et c'est un siège d'une architecture donc, des années 50-60 extraordinaire. C'était Le Corbusier qui présidait le jury, et le siège a été réalisé par un trio d'architectes, Bernard Zerfus, Marcel Breuer et Pierluigi Nervi, ingénieurs. Donc on voit déjà une des problématiques, je trouve, intéressantes de l'architecture, c'est-à-dire le lien entre architecture et ingénierie. Et dans ce béton remarquable, qui fait que c'est un bâtiment, à mon sens, extraordinaire, qui abrite par ailleurs une collection d'œuvres d'art que je vous conseille de visiter aussi pour ceux qui le peuvent, ceux qui restent à Paris. Et on accueille très régulièrement des architectes qui viennent l'étudier ou en faire les croquis à l'intérieur du siège. Et quand on prend toute l'ampleur des missions de l'UNESCO, même si dans notre budget, la part prépondérante, c'est en fait l'éducation, nos missions consacrées à l'éducation, on est souvent connu et reconnu à travers le monde, à travers les questions de patrimoine, et notamment la Convention de 1972, que vous connaissez, sur le patrimoine mondial. Une convention, et là je parle sous le contrôle de Lazare, qui a été ratifiée par 196 États membres, ce qui est un record absolu. Donc il y a une légitimité, une assise internationale extrêmement forte, et c'est une des conventions les plus ratifiées au monde. Elle a porté ou cristallisé de grandes opérations de l'UNESCO qui parfois ont précédé la convention elle-même. Je pense notamment au sauvetage des monuments de Nubie à Abou Simbel, qui ont été supervisés avant même la signature, la ratification de notre convention, mais à d'autres, notamment la sauvegarde de l'art khmer, des temples, notamment le temple d'Angkor Wat, mais d'autres aussi, au Cambodge, dans les années 90, avec cette idée qu'en travaillant autour du patrimoine, en protégeant le patrimoine, on allait aider à réconcilier un peuple déchiré par la guerre au Cambodge, et notamment par des guerres civiles extrêmement fortes. Et vous allez voir que cette idée-là, elle n'a absolument pas vieilli et elle est aujourd'hui mise en pratique très directement. Alors, classé au patrimoine mondial aujourd'hui, il y a plus de 1200 biens, merveilles culturelles, naturelles, sur les 5 continents. Très important pour nous de travailler à l'universalité de cette convention aussi dans son application, parce que pendant très longtemps, et c'est encore le cas même si on a pas mal progressé ces dernières années, le patrimoine en Afrique était très peu présent. Donc on a tout un travail aussi pour aider ces pays à inscrire leur patrimoine naturel ou culturel, ce qui nous fait souvent revisiter la notion même de patrimoine. Et bien sûr, le patrimoine à l'UNESCO, ce n'est pas uniquement le patrimoine bâti, c'est aussi le patrimoine, ce sont tous les patrimoines, mais qui s'incarnent dans nos textes, dans d'autres conventions, notamment la Convention sur le patrimoine immatériel, qui est plus récente, qui date de 2003, ou 2003, qui date de 2003, et qui permet de reconnaître des traditions, des savoir-faire, et qui a une destinée qui est également très intéressante, même si c'est une convention qui est moins ratifiée, parce que parfois, certains États, notamment certains grands États, avaient une certaine inquiétude vis-à-vis de cette convention, se demandant si elle n'allait pas favoriser des identités régionales qui menaceraient le pouvoir central. Là, on a plus de 20 ans derrière nous d'exercice de cette convention, et de plus en plus, en réalité, maintenant, d'États veulent la ratifier et veulent pouvoir faire reconnaître
leur patrimoine immatériel. Un exemple peut-être intéressant, si on reste à la question justement des relations internationales et du patrimoine. Je me souviens qu'en 2018, donc 2018 et 2019, au début de mon premier mandat à l'UNESCO, la Corée du Nord et la Corée du Sud, qui sont chacune membres de l'UNESCO et chacune membre ayant ratifié la Convention du patrimoine immatériel, étaient en réalité en compétition, ou en tout cas voulaient inscrire de façon séparée une tradition d'un sport de lutte traditionnel qui est lié au cycle agricole, comme souvent beaucoup de traditions nous viennent des cycles agricoles, le shirum, et chacune avec une variante, chacun des pays avec une variante, et de façon séparée. Et ça a été un travail très intéressant pour nous à l'UNESCO de les entraîner à faire pour la première fois devant un organisme des Nations Unies une candidature commune. Donc j'ai dû envoyer un émissaire en Corée du Nord, travailler plus facilement bien sûr avec la Corée du Sud, et finalement ça a été à ce jour le seul acte des deux Corées commun devant un organisme des Nations Unies. Et ils l'ont inscrit ensemble, et c'était, je sais, un très grand moment d'émotion sur la péninsule. Donc on voit bien qu'à travers le patrimoine, on peut aussi arriver à transcender, dépasser certains automatismes, certains clichés, certaines limites qui s'imposent complètement à nous dans les réalités géopolitiques les plus classiques, mais qui peuvent être dépassées à travers les notions de patrimoine. Et dans le patrimoine immatériel, il y a aussi beaucoup de savoir-faire, de traditions qui sont liées à la construction, qui sont liées à l'architecture, à l'image de l'artisanat du bois japonais, de son équivalent coréen, le daimokyang, ou bien des techniques chinoises traditionnelles des structures à ossature en bois. Nous avons aussi travaillé sur la question des architectures en terre, qui connaissent un regain d'intérêt réel, et je pense notamment au travail formidable d'un prix Pritzker d'architecture, Francis Kéré, burkinabé, qui retravaille ces formes d'architecture en montrant à quel point elles sont parfois les plus adaptées à un contexte local, naturel, climatique, tout en y apportant les touches de modernité les plus fortes, mais en s'appuyant aussi sur ces savoirs traditionnels. Francis Kéré, je le mentionne, qui par ailleurs réalise pour l'UNESCO en ce moment un projet que nous avons, on va voir ce que ça va donner, un peu hétérodoxe, sur un musée digital des œuvres volées. Parce qu'une des missions de l'UNESCO, c'est aussi de lutter contre le trafic illicite des œuvres d'art, une autre convention de l'UNESCO, une convention de 1970. Il y a des listes rouges, il y a des listes Interpol, il y a des bases de données qui se parlent plus ou moins. Et donc, nous avons souhaité donner une réalité plus visible à ce patrimoine qui a été arraché à son contexte. Et donc, il est en train de faire pour nous quelque chose dont j'espère avoir le résultat l'année prochaine, un musée virtuel des œuvres volées. Vous évoquiez aussi en introduction la question des patrimoines du XXe siècle. J'ai parlé de l'UNESCO, mais il y a aussi le patrimoine africain du XXe siècle, qui est remarquable, notamment celui du temps des indépendances, des années 60. Et nous avons aussi lancé une initiative avec l'Université sud-africaine du Cap et la Bartlett School of Architecture de Londres pour mieux soutenir et reconnaître ce patrimoine architectural moderne africain. Alors j'en viens maintenant à une autre dimension qui occupe d'ailleurs beaucoup de mon temps en tant que directrice générale. C'est celle du patrimoine comme soutien à la paix dans des sociétés déchirées par les conflits. Il y a malheureusement beaucoup d'exemples, ceux de l'histoire que je vous ai cités, mais il y a des exemples très actuels. Je voudrais citer d'abord ce que nous faisons en ce moment en Irak. En Irak, à Mossoul, donc Mossoul qui est cette ville de Ninive où le soi-disant État islamique avait proclamé son califat, d'une mosquée extrêmement célèbre dans tout le monde arabe, la mosquée Al-Nouri, très symbolique,
dans une ville, Mossoul, elle-même très symbolique, parce que Mossoul a été pendant des centaines d'années une ville de savoir, d'université, une ville de diversité. C'est une ville où il y avait des églises. Il fut un temps, il y avait des synagogues, beaucoup d'églises, ces diverses branches de l'islam. Et tout ça a été évidemment piétiné par Daesh. Et donc, et puis la guerre de libération aussi de Mossoul a été une guerre très destructrice pour cette vieille ville qui était absolument en ruine. Et donc l'UNESCO a lancé une initiative que j'avais dû annoncer en 2018, début 2018, et qui arrive là à son terme, par la reconstruction du patrimoine, aussi le soutien aux universités, à soutenir ce qu'on a appelé l'esprit de Mossoul, faire revivre l'esprit de Mossoul. Et ce que j'ai trouvé absolument intéressant et qui vous concerne directement, c'est à quel point ces chantiers ont été appropriés par les Mossouliotes. Ça nous a permis à nous de former beaucoup de gens dans les artisanats, notamment pour refaire vivre des artisanats traditionnels, pour restaurer par exemple les vieilles maisons des rues de la Médina, de la vieille ville de Mossoul, avec des pièces en albâtre magnifiques qui étaient un art mossouliote, mais que les gens ne savaient plus pratiquer, parce que tout ça avait été extirpé, je dirais, arraché, coupé, former des gens dans les métiers de la formation, former des ingénieurs également, créer beaucoup d'emplois avec ça pour faire renaître alors 2 églises magnifiques, même s'il y en a beaucoup plus, la grande mosquée Al-Nouri, son minaret penché, qui est la dernière pièce qui est en train d'être achevée en ce moment, et par ailleurs un soutien important aux écoles à la fois maternelles et aux universités, parce qu'il y avait une bibliothèque aussi universitaire remarquable qu'on a voulu soutenir. C'est une opération pour laquelle nous avons levé, parce que nous avons sinon peu de ressources, mais nous proposons ce projet à des États membres, des organisations régionales, des institutions financières. Donc nous avons levé 115 millions de dollars et nous avons mené directement sur le terrain cette opération. On ne l'a pas déléguée, c'était l'UNESCO elle-même qui le faisait sur le terrain, et c'est à ce jour la plus grande opération jamais menée sur le terrain en direct par l'UNESCO. Et elle touche aujourd'hui à sa fin. Je voudrais aussi mentionner l'Ukraine, parce que là c'est un exemple un peu différent, puisque l'Ukraine c'est un conflit qui est toujours en cours, évidemment, qui est toujours meurtrier, mais il y a des zones et des parties de l'Ukraine où nous pouvons travailler, et donc nous sommes dans ces endroits où nous pouvons travailler, et là aussi nous avons levé des financements. Nous avons aussi inscrit au patrimoine mondial la ville d'Odessa, qui, de façon absolument inexplicable, en fait elle s'explique, mais n'était pas classée à l'UNESCO, alors que c'est vraiment un symbole extraordinaire de plusieurs cultures qui se retrouvent dans cette ville, qui est une ville-monde, pour son patrimoine bâti, mais aussi pour son patrimoine immatériel, qui a été donc inscrite en urgence au patrimoine mondial à l'UNESCO et dans laquelle nous travaillons aujourd'hui pour reconstruire, pour protéger, mettre à l'abri, inventorier des collections, etc. Donc c'est ce que nous faisons en ce moment à Odessa, la cathédrale de la Transfiguration, et de façon alors là plus symbolique, parce que nous ne pouvons pas intervenir encore aujourd'hui, à Gaza. Là, au cœur de la guerre, nous avons proposé d'inscrire le monastère de Saint-Hilarion, qui est une des traces les plus anciennes au monde de centre de vie monastique du christianisme primitif. Et nous l'avons inscrit, ce qui est remarquable, au consensus, au dernier comité du patrimoine mondial. Ce qui montre qu'on peut trouver des consensus encore sur ces questions-là, qui est une question évidemment qui divise actuellement beaucoup le monde, mais on voit qu'à travers le patrimoine, on peut retrouver toutes les bonnes volontés et pas une voie n'a manqué pour inscrire Saint-Hilarion au patrimoine mondial, ce qui ouvre la voie à des coopérations, à des mesures de sauvegarde et aussi à une certaine protection juridique. C'était aussi l'intérêt, puisque attaquer délibérément
un site classé au patrimoine mondial peut être un crime de guerre. Il y a bien d'autres zones où nous agissons en ce moment, comme le Yémen, avec beaucoup de difficultés, parce qu'il y a une partie du Yémen qui est sous le contrôle d'autorités de facto qui n'aiment pas beaucoup les organisations internationales, même les mieux intentionnées, et malheureusement des collaborateurs de l'UNESCO ont été arrêtés arbitrairement par les Houthis, ce qui va limiter notre capacité d'action, mais on faisait jusqu'à présent un travail très apprécié sur la réhabilitation d'un patrimoine, là aussi multimillénaire, et qui est absolument extraordinaire. Voilà, donc ce rôle pour soutenir les sociétés déchirées par les guerres. Et enfin, nous essayons aussi à l'UNESCO de porter ces fonctions du patrimoine dans l'agenda international. Ça veut dire, par exemple, faire mieux reconnaître ce travail, cet impact des questions patrimoniales par l'ONU. Et si vous avez vu dans l'actualité, peut-être en septembre dernier, le pacte pour l'avenir qui a été adopté par les États membres en amont de l'Assemblée générale de l'ONU pour préparer le futur agenda post-2030 et dans lequel nous avons réussi pour la première fois à ce que la culture soit mentionnée en tant que telle avec diverses actions, puisque ce que moi je souhaite, même si ce sera après mon mandat à l'UNESCO, que la culture figure comme un objectif à part entière dans l'agenda, les ODD, l'agenda du futur après 2030. Et nous travaillons aussi maintenant, ce qui n'était pas le cas, à être un partenaire privilégié du G20 et du G7. Et c'est là d'ailleurs la présidence brésilienne du G20 qui nous a permis pour la première fois d'être un partenaire privilégié du G20, ce qui nous permet de porter les questions patrimoniales dans cet agenda. Enfin, dernier aspect, je ferai rapidement pour laisser la parole au directeur du Centre du patrimoine mondial. Très important pour nous, c'est toute la relation entre l'architecture et la réconciliation, disons, avec la nature. Vous avez un rôle immense, je pense, à jouer sur cet aspect-là. Nous avons voulu le mettre au cœur de beaucoup de nos plateformes d'enseignement, de nos chaires universitaires à travers le monde où partage de bonnes pratiques. Je pense notamment en France avec le centre à l'école d'architecture de Grenoble sur les architectures de terre. Je pense à nos chaires universitaires, à notre rôle aussi aux côtés de l'Union internationale des architectes pour tous les 3 ans, autour des capitales mondiales de l'architecture, poser ces questions. C'était au cœur des questions qui étaient posées à Stockholm lors de la dernière capitale mondiale de l'architecture organisée avec l'Union internationale des architectes, Copenhague l'an dernier, et Barcelone en 2026, dont le thème reste à définir. Donc vous voyez que les questions de patrimoine, d'architecture sont à la fois centrales pour nos grands défis, la question de la relation avec la nature, ça c'est votre métier, vous le savez, mais aussi la question finalement de sécurité, de guerre, de paix. C'est à mon avis un thème qui est insuffisamment encore pris en compte par ceux qui ont en charge la guerre et la paix. À l'UNESCO, nous travaillons pour que ce soit plus le cas. Et nous avons besoin de vous parce que finalement l'UNESCO, c'est une organisation multilatérale, donc ce sont des États membres qui sont représentés, mais nous ne sommes absolument rien sans tous les réseaux avec lesquels nous travaillons. Tous les réseaux, ça veut dire tous les acteurs culturels, toutes les écoles, tous les scientifiques, tous les éducateurs, qui sont ceux qui en réalité nous permettent d'identifier des problématiques, de les travailler, de les proposer ensuite, par exemple pour des instruments normatifs ou pour des chantiers opérationnels, à travers cette plateforme extraordinaire, je trouve, qu'est l'UNESCO. Voilà, donc en quelques mots, ce que je voulais vous dire pour cet après-midi, vous remercier de votre attention, remercier la Cité pour son invitation, et je vous laisse entre les mains les plus compétentes en la matière à l'UNESCO, à savoir celle de Lazare Elundou, qui dirige le Centre du patrimoine mondial depuis fin 2021, voilà, et qui est un de vos collègues aussi, architecte, et qui avait, avant même de diriger
ce centre, qui est la plus grande responsabilité en la matière à l'UNESCO, une expérience très nourrie. Je vous remercie. Bonjour à tous également. Je crois que donc d'abord je voudrais remercier effectivement Monsieur le Président de l'architecture et de la Cité de l'architecture du patrimoine, Monsieur le Directeur de l'école de Chaillot, de m'avoir invité, mais surtout, je voudrais surtout remercier la Directrice Générale Audrey Azoulay qui m'a fait l'honneur de m'associer à cette leçon inaugurale. Et avec qui je suis vraiment très heureux de collaborer, de travailler ensemble depuis qu'elle m'a nommé directeur du Centre du patrimoine mondial pour m'occuper effectivement de ces questions. Alors, je voudrais un peu vous entretenir un peu plus longtemps, peut-être une demi-heure, si vous pouvez avoir la patience de m'écouter. Notre monde est aujourd'hui confronté à beaucoup de bouleversements multiples. Déjà, bientôt 80% de la population habite ou va habiter les zones urbaines. C'est une estimation que l'on donne. L'environnement dans lequel nous vivons, notre environnement naturel change, nos modes de vie aussi. Comme disait Audrey Azoulay, nous nous préoccupons tous, chacun à notre échelle, de vivre dans une planète qui aujourd'hui est confrontée à beaucoup de changements, de secousses, de remous, le dérèglement climatique et j'en passe. Il nous faut donc réfléchir ensemble. Il nous faut réfléchir à quel environnement bâti on voudrait pour demain, comment on voudrait le produire, mais surtout il faut réfléchir en urgence, il faut trouver des réponses nouvelles, il faut trouver des réponses adaptées. Et là, comme le disait Audrey Azoulay, les architectes ici ont leur rôle à jouer car ils possèdent une partie de la réponse. Et certains y travaillent déjà. Et donc, pour vous qui vous engagez dans le patrimoine, ou en tout cas pour nous qui sommes de la famille du patrimoine, nous ne devons pas manquer l'opportunité de faire entendre notre voix. Donc, je voudrais un peu partager avec vous quelques éléments de réflexion supplémentaires sur le rôle essentiel que peut jouer, que doit jouer, que devrait jouer le patrimoine architectural en particulier, dans la quête un peu de ce monde que nous voulons meilleur, non seulement pour nous, mais aussi pour nos enfants et pour les générations à venir. Car nous avons la conviction que de nombreuses réponses pas encore suffisamment exploitées sont effectivement dans la compréhension de ce que c'est que le patrimoine architectural, qui sont ces réalisations du passé, comme on a l'habitude de dire, qui, depuis les époques anciennes, sont le témoignage des idées, des réflexions, des réponses que les sociétés anciennes ont apportées avec intelligence, aujourd'hui on peut le dire, afin de s'adapter aux différents contextes environnementaux et apporter effectivement des solutions nécessaires. Et là, je me souviens d'un entretien, une interview à laquelle je suis tombé de Norman Foster, qu'il avait accordé à une chaîne, un média, Louisiana Channel, et je crois que c'était lors de la Biennale de Venise. Et il disait ceci, je crois que ça résume effectivement tout pour le rôle de l'architecte, c'était de dire effectivement, il est important d'apprendre du passé. On le sait, mais je crois que quand ça vient aussi de Norman Foster, c'est pas mal. Les leçons de l'histoire sont importantes. Si vous voulez regarder devant vous, regardez déjà loin en arrière. Et ensuite, soyez conscient que vous concevez pour le présent, mais vous concevez aussi pour un avenir qui est inconnu.
Et je crois que à travers ce petit résumé, il nous dit tout. Et c'est justement parce que le patrimoine architectural est fondamental pour le futur de nos sociétés que celui-ci, effectivement, est devenu central dans l'idée du patrimoine mondial, qui veut que certains sites culturels et aussi naturels qui présentent un intérêt exceptionnel nécessitent leur préservation en tant qu'élément du patrimoine de l'humanité tout entière. Et puis, cette définition du patrimoine culturel au sens de la Convention du patrimoine mondial dit surtout que le patrimoine architectural, effectivement, a contribué à la naissance de la Convention du patrimoine mondial. Et pour le dire, si vous rentrez dans la Convention, dans l'article 1 de la Convention, ce qui est défini comme patrimoine culturel, d'abord, c'est des monuments, dont des œuvres architecturales, qui sont exceptionnelles du point de vue de l'histoire, de l'art et de la science. C'est des groupes de construction qui peuvent être isolés ou unis en raison de leur architecture, de leur unité d'ensemble, de leur intégration dans le paysage parce qu'ils sont exceptionnels du point de vue de l'histoire, de l'art et de la science. Mais ça peut aussi être effectivement aujourd'hui les sites archéologiques qui certainement sont les restes de certaines architectures passées parce qu'ils sont aussi exceptionnels du point de vue de leur histoire, de leur esthétique et autres. Et c'est donc la responsabilité de chacun des pays d'assurer la protection et la gestion efficace de ces patrimoines, mais aussi de les mettre en valeur et de les utiliser aussi pour la science, la recherche et l'éducation. Et c'est dans cet esprit-là que dans la même Convention du patrimoine mondial, quand vous la lisez dans son article 11, que la Convention crée la liste du patrimoine mondial. Et la liste du patrimoine mondial, en fait, c'est une liste dans laquelle ne vont figurer que des sites culturels et naturels qui sont considérés comme possédant la valeur universelle exceptionnelle sur la base d'un ensemble de critères qui sont établis pour mériter cette reconnaissance mondiale. Et je voudrais revenir un peu, avant de poursuivre, sur ce que c'est que le concept de la valeur universelle exceptionnelle, comme disent en anglais, Outstanding Universal Value. Ce concept, en fait, signifie très simplement que ce patrimoine est d'une importance, qui peut être une importance culturelle, une importance naturelle, c'est le cas par exemple que l'on peut avoir du patrimoine architectural, est tellement exceptionnel qu'il transcende les frontières nationales, qu'il présente un caractère inestimable pour nos générations, mais également pour les générations futures, donc pour l'ensemble de l'humanité. Et à ce titre, sa protection, comme le disait Audrey Azoulay quand elle a évoqué certaines inscriptions, comme c'est l'inscription de Saint-Hilarion, effectivement, est considérée comme devant être de la plus haute importance pour la communauté internationale tout entière, parce que c'est une partie de l'histoire et de la compréhension de l'humanité. Et ce type de patrimoine est considéré effectivement important parce que des critères qui ont été définis dans la Convention sont très clairs. Ils peuvent être de valeur universelle exceptionnelle parce qu'ils représentent un chef-d'œuvre du génie créateur humain. Oui, ça nous parle. Les créations que les grands architectes du passé, depuis les temps, effectivement, que nous admirons tous aujourd'hui, qui sont le génie créateur humain. Ils peuvent aussi témoigner d'un échange d'influence considérable pendant une période donnée sur le développement de l'architecture. C'est un critère aussi qui peut être important et on peut voir effectivement avec la cathédrale d'Orléans que je vous montre. Ils peuvent apporter un témoignage unique sur une tradition culturelle ou une civilisation vivante ou qui a disparu. Ils peuvent aussi offrir un exemple éminent de type de construction ou un exemple d'ensemble architectural exceptionnel.
où il y a une technologie particulière qui a été utilisée. Et enfin, souvent être un exemple éminent d'établissement humain traditionnel. Donc, c'est juste pour dire que quand on regarde effectivement ces critères dont je viens de parler, il apparaît ici que le patrimoine architectural, que ce soit les monuments historiques ou même les villes, les villes historiques, a une part très belle dans nos processus que nous avons autour de la liste du patrimoine mondial. En fait, dans cette liste du patrimoine mondial, on voit qu'elle est riche, elle est diversifiée. Un monument, un grand monument international, les pyramides, le Taj Mahal, la Grande Muraille de Chine, le Machu Picchu, le tombeau des Askia, et on peut continuer à citer l'Acropole de Grèce. Mais ce ne sont pas que des œuvres architecturales remarquables que l'on peut trouver. On parlait aussi de la célébration de Perret avec la ville du Havre. Et c'est une liste qui reconnaît beaucoup de choses, qui reconnaît des églises, qui reconnaît des mosquées, qui reconnaît des temples, qui reconnaît beaucoup de villes historiques, des petits, des grands, des complexes aussi scientifiques. Par exemple, des villes historiques, Venise, Amsterdam, qui sont des villes qui sont construites autour de l'eau. La directrice générale a parlé du Yémen, où nous avons un peu de la difficulté pour travailler. Les villes de Sanaa, Zabit, bâties en terre, la Manhattan du désert, comme on dit. Des observatoires, on n'a pas très loin Jodrell Bank, Jantar Mantar en Inde, que certains ont visité à Jaipur, Chanquilo au Pérou, qui est un complexe aussi intéressant, et qui sont tous importants pour le futur, l'ensemble de l'humanité, et c'est pour ça que leur protection, effectivement, peut être importante. Et on peut juste défiler assez rapidement, et je voudrais m'arrêter un peu ici sur le Théâtre National à Odessa, qui est classé au patrimoine mondial, le jardin classique de Suju aussi, qui est important, quelques villes, Rabat, ville moderne, la Oudaya, que certains connaissent, la Médina de Fès, voilà, la vallée de Bamiyan. Et bien sûr, on reviendra effectivement sur ce patrimoine qui lui, peut être aussi en danger, détruit énormément. Et voilà, le bassin minier, je voulais un peu ramener cette photo qui nous rappelle aussi un moment que nous avons passé avec le président pour célébrer le bassin minier. Ben oui, l'architecture de terre, la mosquée de Djingareber, construite en 1325 à Tombouctou. Voilà. Donc, il faut savoir que c'est vraiment intéressant de noter que ces réalisations architecturales aussi, cette liste du patrimoine mondial contient des réalisations architecturales innovantes de plusieurs grands architectes aussi, qui sont certainement des références pour beaucoup d'entre nous qui sommes dans cette salle. C'est le cas, par exemple, des œuvres d'Antoni Gaudí, que, comme vous pouvez voir, on a par exemple, là c'est le modernisme catalan, nous avons la ville de Brasilia, de Lucio Costa et Oscar Niemeyer. Vous avez Barragan avec sa maison atelier qui est reconnue au patrimoine mondial. Et évidemment, je ne vous parle pas de la Villa Savoie, de Le Corbusier que tout le monde connaît, ou encore de l'architecture du XXe siècle de Frank Wright, et aussi oui, l'opéra de Sydney de John Hudson et plein d'autres qui sont aujourd'hui reconnus au patrimoine mondial, mais il faut dire aussi que ces réalisations, on les a déjà, mais il ne faut pas oublier celles qui sont certainement aussi plus anciennes. Et on a à côté de nous, effectivement, pas très loin, la Saline royale de Claude-Nicolas Ledoux, qui est également au patrimoine mondial, les fortifications de Vauban.
Et on peut en citer de plus en plus de grands architectes et vraiment parcourir cette liste du patrimoine mondial de façon chronologique ou peut-être aussi régionale permet de comprendre aussi l'histoire et du développement de l'architecture dans le monde. Mais est-ce que c'est vraiment uniquement pour l'architecture, pour leurs caractéristiques esthétiques, qu'ils rejoignent la liste du patrimoine mondial? Vous vous rappelez que j'expliquais les critères précédemment. Donc c'est surtout leurs valeurs patrimoniales qui sont reconnues. Et celles-ci ne sont pas que le reflet de leurs seules caractéristiques esthétiques, comme je vous disais, qui ont été fatalement voulues par leurs concepteurs. Quand on prend par exemple ici, sur la gauche de l'écran, la maison des esclaves à Gorée, au Sénégal, donc à l'île de Gorée, ou à droite, l'une des prisons de Robben Island où Mandela a passé 27 ans de sa vie. Il démontre par exemple le rôle de la conception architecturale dans l'histoire, d'un côté par exemple de l'esclavage transatlantique, ou de la dureté de la domination raciale par exemple en Afrique du Sud. Donc on peut constater ici l'importance de l'architecture au-delà de son aspect esthétique, mais son importance pour les communautés qui doivent l'utiliser ou qui l'utilisaient dans le passé ou qui continuent de l'utiliser aujourd'hui. Et en fait, les communautés diverses se servent de la production architecturale pour répondre à leurs besoins environnementaux, à leurs besoins sociaux, à leurs besoins économiques, et à refléter aussi leurs identités culturelles de l'époque. Mais il y a des risques. Nous vivons aujourd'hui dans un monde où les catastrophes et les crises se multiplient. Audrey Azoulay en a parlé, sont même presque devenues monnaie courante, qu'elles soient dues effectivement à des risques naturels, on a parlé des conflits armés. Et la sauvegarde du patrimoine en temps de crise devient un peu une nécessité urgente qui nous concerne tous aujourd'hui, pas que l'UNESCO, qui concerne tous les architectes qui veulent sauvegarder et s'investir dans le patrimoine. Mais ce que certaines de ces situations d'urgence nous ont appris, c'est que l'architecture, les formes architecturales, quand elles sont détruites, il y a une part de notre émotion qui réagit. Et donc, qui va au-delà même de l'endroit où les monuments se trouvent eux-mêmes. Souvenez-vous tous, lorsque Notre-Dame de Paris a été la proie le 15 avril 2019 et que tout le monde a vu s'écrouler la flèche de Viollet-le-Duc. L'horreur a résonné dans le monde entier, on peut le dire. Le traumatisme a gagné la plupart des personnes qui regardaient les images à la télévision ou qui se baladaient sur les bords de la Seine. Le traumatisme a été vécu par nous tous, à plusieurs échelles. Et le monde a voulu apporter son aide, sa contribution, son soutien moral et son encouragement à la reconstruction de ce joyau. Et c'est effectivement ce que nous avons fait, par exemple, en Ouganda, lorsque un incendie a détruit le bâtiment principal des tombeaux des rois du Bouganda en mars 2010. Et là, il y a eu un effort important de la communauté internationale qui a permis sa reconstruction, parce que cet effort, il le fait grâce au mécanisme de la Convention du patrimoine mondial qui, quand la valeur universelle exceptionnelle est menacée, l'inscrit sur la liste du patrimoine mondial en péril afin de mobiliser l'ensemble de la communauté internationale. Et les financements sont mobilisés, mais quand il faut le faire, nous travaillons avec des organisations qui sont nos organisations partenaires, donc ici, en l'occurrence, pour le patrimoine culturel, l'ICOMOS et l'ICROM.
Et nous avons effectivement pu, comme vous voyez sur la photo de gauche, reconstruire, on va dire, ou sauver l'un des derniers grands monuments d'architecture végétale construite en Afrique aujourd'hui. Et cette reconstruction satisfaisante en Ouganda n'a aussi été possible que parce qu'elle a placé au centre de cette reconstruction les communautés qui l'utilisent, et notamment les 52 clans qui, chacun, avait un rôle particulier dans la construction et la reconstruction non seulement du bâtiment principal, mais aussi des tombes. Et c'est là que la valeur culturelle, la valeur patrimoniale devient effectivement intéressante lorsque, dans la reconstruction, on associe toutes les valeurs immatérielles, les valeurs de croyance, les valeurs de spiritualité et de continuité aussi de la vie au-delà, mais aussi les valeurs d'identité. Et c'est un exemple remarquable de reconstruction en réponse à des destructions, à ce qui peut être des catastrophes. Et nous avons tiré des leçons de ce type de travail pour, par exemple, aider ou en tout cas accompagner la reconstruction du temple de Shurijo au Japon, qui avait brûlé, comme vous savez, également en octobre 2019. Et là, on peut constater, par exemple, ici dans la reconstruction, que au-delà de l'aspect esthétique, les communautés locales, elles se mobilisent, elles se servent de la production architecturale pour répondre à leurs besoins. Et on arrive effectivement à ce que, quand on analyse ces questions, on identifie, on se rend compte que ce travail de reconstruction n'est pas simplement un travail technique qui peut être réalisé, mais qui doit prendre en compte un ensemble d'aspects assez importants. Et quand on travaille sur ces questions de reconstruction, et on travaille aussi sur ces questions de patrimoine détruit, on s'aperçoit que ces dernières années, surtout, le monde est confronté à des situations aussi différentes. Donc, ce ne sont plus forcément des guerres internationales, mais le patrimoine maintenant aussi est utilisé et détruit en tant que tactique de guerre, afin de gagner les batailles, afin de contrôler les communautés dans les zones occupées. Et là, je voudrais effectivement vous évoquer le cas de Tombouctou, au Mali, où des groupes armés ont détruit 14 des 16 mausolées inscrits sur la liste du patrimoine mondial. Effectivement, de prime abord, c'est des boîtes de chaussures. Donc, qui ne sont pas importantes d'un point de vue de l'esthétique, mais qui sont effectivement importantes pour la vie et la survie des communautés qui ont été toujours à Tombouctou, qui était une grande université qui accueillait plus de 25 000 habitants, 25 000 étudiants, pardon, au XVIe siècle à l'époque, et où plus de 4 200 manuscrits anciens ont été détruits. Et cette reconstruction que j'ai moi-même dirigée pour le compte de l'UNESCO n'a été satisfaisante que parce qu'elle a été faite aussi avec les communautés locales, les maçons traditionnels détenteurs de savoir. La directrice générale a évoqué Mossoul. Je ne veux pas revenir sur cette question et cette expérience qui est en fait une autre plus grande expérience aujourd'hui de reconstruction, où nous avons au début aussi impliqué un de nos partenaires, ICONEM. Je pense que le président d'ICONEM est certainement dans la salle avec nous. Et là aussi, il s'agit d'une destruction intentionnelle de la mosquée Al-Nouri,
du minaret penché. Pourquoi on a décidé de travailler, elle a dit, la directrice générale, on a décidé de travailler d'abord non seulement parce qu'elle a décidé, elle, de lancer cette initiative très importante, mais aussi parce que l'UNESCO souhaitait contribuer à la récupération, à la réconciliation communautaire. C'était une ville millénaire avec plusieurs communautés qui habitaient, des communautés chrétiennes, des communautés musulmanes, des communautés animistes. Et donc, il ne s'agissait pas simplement, avec cette action, de réhabiliter des sites du patrimoine, mais il s'agissait aussi de donner à la population de devenir des acteurs eux-mêmes de leur reconstruction, de leur réconciliation, en prenant part aussi à ce processus de reconstruction dans la ville. Et nous sommes effectivement à la fin de ce chantier, mais je peux vous dire que l'impact de la réconciliation, au-delà du fait que la ville retrouvera ses repères identitaires, son minaret penché et bien d'autres, est beaucoup plus que les 115 millions que l'UNESCO a mobilisés et investis. Donc c'est vraiment des travaux qui nous permettent d'avancer parce que nous allons redonner à la ville sa mosquée, son minaret, ses églises chrétiennes qui permettront aussi peut-être de garder dans la ville les derniers chrétiens qui existent encore. Et nous avons reconstruit aussi des maisons pour permettre aux familles de revenir, améliorer le réseau électrique, les fosses septiques. Effectivement, aussi, il y a une part importante de travailler aussi sur ces questions qui sont importantes. Et quand on regarde ces deux projets, le Mali et l'Irak, l'UNESCO, en fait, mène un travail, une action pour le relèvement et la reconstruction des communautés par la reconstruction des villes suite aux destructions. Et bien sûr, en prenant en compte que dans des types de situations, le drame humanitaire est fondamental. Il faut le comprendre. Et il faut comprendre que c'est des situations de destruction qui se sont traduites par des milliers de victimes civiles, d'innombrables souffrances, l'exil, le déplacement des populations. Donc, dans ce travail sur le patrimoine qui est en train d'être détruit, il est important de ne pas dissocier les actions de reconstruction du patrimoine des actions humanitaires. Et c'est parce qu'on ne les dissocie pas que l'on donne du sens à la reconstruction que l'on va mener, parce qu'on comprend tout de suite que la destruction intentionnelle du patrimoine s'apparente à du nettoyage culturel quelquefois. Ça ne vient pas de moi, c'est d'autres qui l'ont exprimé, et c'est un dommage collatéral irréversible pour les populations. Et donc, la destruction intentionnelle du patrimoine, les persécutions, les anéantissements perpétrés par des groupes qui peuvent être des groupes fanatiques et bien d'autres, ce sont des attaques contre la culture. Ce sont des attaques contre la diversité culturelle, et c'est aussi notre responsabilité de contribuer à empêcher ou à lutter contre ces attaques par notre action et notre investissement dans la protection du patrimoine, et pour que nous contribuons effectivement à la reconstruction et au maintien des identités culturelles diverses qui existent, et empêcher que se repentisse par la destruction du patrimoine la peur, la manipulation et les idéologies qui visent à construire des comportements d'extrémisme, et la division qui peut se faire entre plusieurs communautés qui ont tellement eu l'habitude de vivre en harmonie, de vivre en paix. Et j'ai parlé de ces différentes crises.
J'ai parlé un peu de comment l'UNESCO aujourd'hui, par le biais de ses outils, apporte des réponses à la reconstruction du patrimoine. Et bien sûr, je n'ai pas parlé des autres questions lorsque le patrimoine est menacé dans les situations d'urgence, un peu comme nous intervenons aujourd'hui en Ukraine, comme nous suivons la situation à Gaza, et puis récemment, comment nous suivons la situation au Liban, comment nous essayons de travailler au Yémen, et comment nous essayons de travailler en Syrie. C'est vrai qu'il me faudrait une autre intervention pour évoquer ces questions encore de façon beaucoup plus détaillée. Mais je voudrais juste clarifier un tout petit peu plus les conditions dans lesquelles nous entreprenons notre travail de sauvegarde du patrimoine. Vous savez, la Convention du patrimoine mondial reconnaît que les activités de sauvegarde du patrimoine sont importantes parce que ce sont des actions qui non seulement permettent de préserver la valeur universelle exceptionnelle des biens qui ont subi des dommages et à des circonstances extrêmes, mais permet aussi de maintenir ces éléments et ces repères qui permettent aux communautés de s'identifier aux endroits où ils sont, mais aussi à garder un peu cette part d'humanité qui est la leur, parce qu'ils se définissent par rapport à un lieu géographique, un lieu culturel, une histoire, un repère identitaire. Et dans de telles situations, effectivement, la question du relèvement, contribuer au relèvement, construire un environnement pour le relèvement est important, et ça contribue. Et intervenir dans la protection, dans la sauvegarde du patrimoine, ce n'est pas que faire du chantier. Ce n'est pas que mener du chantier. Cela va même un peu plus au-delà. C'est aussi créer des moyens de subsistance économique pour les communautés. À Mossoul, par exemple, nous avons créé plus de 6 000 emplois pour les jeunes. Nous les avons formés. Et c'est aussi ça, le patrimoine. Et c'est pour ça que nous devons nous impliquer, nous devons apporter notre contribution en tant qu'architecte, un peu dans cet esprit qui est important. Alors, en guise de conclusion, je voudrais vous montrer effectivement des images que je considère importantes de l'action que nous avons aujourd'hui menée à Mossoul, et là c'est la fameuse église Al-Sa, qui est aujourd'hui complètement restaurée, et où déjà des messes sont dites. Le minaret qui va bientôt aussi être achevé. Une autre église, l'église Al-Tahira, qui avait été complètement bombardée, mais qui est aujourd'hui reconstruite. Et il faut dire que dans nos équipes, nous avons beaucoup d'architectes qui sont même des architectes irakiens qui travaillent ensemble avec les experts internationaux pour contribuer à la reconstruction avec nos collègues Nous avons un bureau sur place en Irak et qui travaille tous les jours à Mossoul. Alors, en termes de conclusion, il faut bien conclure. Travailler sur la protection du patrimoine impose aussi d'évoquer l'importance de la formation et de l'éducation dans le domaine de la conservation et la gestion du patrimoine. Et se former sur ces questions de protection et de gestion du patrimoine donne inévitablement l'opportunité de toucher un large éventail de sujets qui préparent les architectes, et là l'UNESCO en est convaincu, à mieux intégrer les leçons du patrimoine dans l'apport des solutions nécessaires pour répondre aux défis actuels et multiples auxquels notre humanité est confrontée de plus en plus. Et c'est bien ce que c'est là aussi le propos introductif d'Audrey Azoulay. À l'UNESCO, nous travaillons en étroite collaboration avec l'ICOM, avec l'ICOMOS,
pour assurer la formation des professionnels du patrimoine. Et l'ICROM, qui est basé en Italie, est un de nos partenaires principaux pour mettre en œuvre notre stratégie de formation et de renforcement des capacités que nous menons un peu partout. Nos partenaires vont un peu plus loin. Nous travaillons aussi avec des centres de catégorie 2 sous les auspices de l'UNESCO, et je suis très heureux dans la salle ici que nous avons un centre de catégorie 2 de Shanghai, avec le professeur Xiaoyang qui est avec nous, et d'autres aussi, qui contribuent à la formation des architectes au patrimoine, au métier du patrimoine, et à la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial. Mais nous ambitionnons d'étendre notre coopération avec le monde de l'architecture et de la formation à l'architecture. Et c'est pour ça que pour nous, c'était aussi important d'être là, ici, aujourd'hui, dans cette salle, et partager un peu ces idées et ces éléments avec vous, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur de l'École de Chaillot. En effet, l'attachement de l'UNESCO à la profession des architectes, on va dire, est aussi ancienne que la naissance même de notre organisation, l'UNESCO, parce que c'est depuis 1956 que l'UNESCO a chargé l'Union internationale des architectes d'élaborer des normes de transparence, d'égalité des chances et d'équité dans la conduite des concours internationaux d'architecture et d'urbanisme. Et pour la reconstruction de Mossoul, nous avons travaillé avec l'Union internationale des architectes pour nous guider dans le lancement de ce concours, et le projet qui permet la reconstruction de la mosquée Al-Adba est un projet qui avait été gagné par un cabinet d'architecture égyptien. Et nous sommes très heureux de les associer à cette reconstruction qui est pour nous très importante. Mais il est vrai que nous avons travaillé avec l'Union internationale sur la charte de la formation des architectes. Et cette charte de formation, effectivement, est en train de, je pense, en train d'être remise à jour. Mais elle est utile, effectivement, pour la formation des architectes dans le monde entier. Et dans sa remise à jour, je crois qu'il est très important que la question de la formation au patrimoine trouve encore une place beaucoup plus importante, et c'est un appel que je voudrais lancer. Mais nous continuons cette coopération avec l'Union internationale des architectes, et cette coopération, elle se traduit effectivement par cette initiative que Audrey Azoulay a évoquée dans son intervention sur la capitale mondiale de l'architecture. Et je dois dire que cette initiative de capitale mondiale de l'architecture est présidée par Dominique Perrault, depuis, et nous lui apportons un appui. Je lui apporte un appui, mais également la présidente de l'Union internationale des architectes, Regina Gontier, qui est suisse et qui a été élue pour un mandat de 3 ans. Donc, par son action en faveur de la protection du patrimoine mondial, l'UNESCO s'engage auprès des générations futures pour garantir que les innovations amorcées dans l'architecture d'aujourd'hui contribuent à la production du patrimoine architectural aussi du demain, en plus de préserver le patrimoine architectural qui nous a été légué par les générations passées et que nous avons la responsabilité de transmettre aux générations futures. Et ce ne sont pas seulement les nouveaux bâtiments, mais donc les nouvelles conceptions dans des contextes historiques qui doivent être pris en compte pour les nombreuses villes et établissements historiques du monde, y compris ceux construits avec les techniques traditionnelles et les matériaux locaux. L'UNESCO a une recommandation depuis 2011, qui est la recommandation concernant le paysage historique urbain. Et dans cette recommandation, il est préconisé l'intégration de nouvelles conceptions dans des contextes historiques en vue de favoriser la cohésion sociale et le développement durable, un mot qui nous est très cher. Ainsi, les créations doivent être, ou les conceptions
doivent être ancrés dans le patrimoine pour nous rappeler nos racines et notre histoire commune. Enfin, si l'architecture veut contribuer à jouer ce rôle essentiel, elle doit évoluer. Je l'ai dit, je n'ai peut-être pas dit grand-chose, mais je suis convaincu qu'elle doit rester inclusive afin de prendre en compte les besoins de toutes les composantes de la société. Je crois que les architectes sont mieux placés pour cela. La durabilité ici est également un impératif. En intégrant les pratiques respectueuses de l'environnement, nous garantissons non seulement la qualité de vie des générations futures, mais nous renforçons également le lien social à travers des projets qui ne nous profitent pas qu'à nous, concepteurs et architectes, mais qui profitent à tous, qui améliorent les conditions de vie des habitants et qui offrent un environnement propice au relèvement des communautés après une catastrophe, après un désastre naturel, un tremblement de terre et autres, et enfin qui contribuent à maintenir la paix sociale de notre monde. Et c'est même d'ailleurs le sens de l'acte constitutif de l'UNESCO. Et pour expliquer effectivement pourquoi nous nous appuyons sur nos instruments normatifs. Et cet acte constitutif de l'UNESCO, il dit quelque chose de très clair et très simple. Les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent continuer à être élevées les défenses de la paix. Je vous remercie.